Environ 225 000 producteurs bénéficieront directement des interventions qui seront menées au titre du financement de 200 millions de dollars que la Banque mondiale a accordé à la Côte d'Ivoire sous la forme d'un prêt en clave de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Ce financement impactera aussi les entreprises depuis les petites unités de transformation jusqu'aux installations industrielles d'une capacité annuelle de 3 000 à 10 000 tonnes, en passant par les petites et moyennes entreprises qui s'occupent du stockage des noix de cajou brutes. Au total, le projet devrait générer environ 12 000 emplois directs, dont 50% occupés par des femmes. Il va également servir à améliorer l'organisation et la gouvernance de la filière, avec à la clé une réduction des coûts de commercialisation et une augmentation de la compétitivité et de l'inclusion des petits producteurs. Autre avantage, l'amélioration de la productivité des exploitations et l'accès au marché des noix brutes. Premier exportateur et deuxième producteur mondial de noix de cajou brutes, la Côte d'Ivoire a atteint en 2017 une production de 711 000 tonnes, soit 23% de la production mondiale. L'anacarde est ainsi le troisième produit d'exportation de ce pays par ordre d'importance après le cacao et les produits pétroliers raffinés, loin devant le caoutchouc, le coton et le café. Ces poules pondeuses sont des rescapées. Elles ont toutes plus de 18 mois et auraient dû finir à l'abattoir. La cause, la baisse progressive de productivité des poules à partir de cet âge. Une pratique de l'industrie agroalimentaire qui a choqué ces trois jeunes entrepreneurs, dont Fabien, devenu récemment végétarien. L'idée de sauver les poules, elle est venue quand j'ai découvert le côté systématique de l'abattage que je ne connaissais pas et qui m'a surpris. J'ai cherché à voir si quelqu'un avait fait ça, de ne pas tuer des poules, et je ne l'ai trouvé nulle part. Donc j'ai décidé que j'allais le faire. Cette maison de retraite, baptisée Pool House, vient d'ouvrir ses portes dans la campagne limougeaude. Les 600 premières pensionnaires sont choyées, nourriture bio, soins par homéopathie, des pâtures à perte de vue. La ferme compte pas moins de 16 hectares et pourra accueillir jusqu'à 18 000 protégés jusqu'à leur mort naturelle. Ces poules-là vivent en moyenne 5-6 ans. C'est une aberration, surtout que c'est vraiment juste une question de rentabilité et que derrière, il n'y a pas de justification vraiment de les abattre, étant donné qu'on ne valorise pas la viande derrière non plus. Et qu'en plus, elles pondent encore, quoi. Donc nous, on avait envie de montrer un autre modèle de production. Un modèle de production qui fonctionne un peu comme notre système de retraite par répartition. De jeunes poules sont au travail chez 4 éleveurs bio, partenaires de la start-up. Leurs œufs sont commercialisés sous la marque Pool House au prix d'1 € l'unité, soit le double d'un œuf bio classique. Un prix qui permet de financer la fin de vie de leurs aînés qui continuent de pondre, mais à leur rythme. Lancée en septembre, l'offre éthique a su séduire un public. Plus de 400 000 œufs ont été vendus. Il y a un réel intérêt du consommateur, on pourrait même dire qu'il y a un réel intérêt du consommateur, parce qu'aujourd'hui on voit bien c'est lui qui change les choses. On le voit parce qu'il y a l'arrêt des œufs en cage qui est prévu en 2022, c'est par le consommateur, mais c'est également par le consommateur que les poules ne seront plus abattues à l'âge de 18 mois. Aujourd'hui, une levée de fonds est ouverte sur la plateforme innovante myoptions.co pour réunir 100 000 € et financer des nouveaux bâtiments. Car l'entreprise aimerait accueillir du jeune public pour le sensibiliser au sort des poules et partager le résultat de ses recherches sur la productivité de ses protégés au-delà des 18 mois fatidiques. La Zambie aurait-elle dissimulé certains prêts qu'elle a contractés à l'étranger? La question suscite des inquiétudes auprès de créanciers du pays qui soupçonnent l'existence de prêts dissimulés notamment au niveau de la dette extérieure à court terme. Ces soupçons interviennent dans un contexte où le gouvernement zambien a multiplié les investissements en infrastructures au cours des 5 dernières années, au point de voir ces prêts externes atteindre 8,7 milliards de dollars fin 2017 contre 2 milliards de dollars en 2011. Ce qui fait craindre un scénario semblable à celui que traverse le Mozambique, où la découverte de dettes cachées a précipité une défaillance de la dette que le gouvernement s'efforce de restructurer.
La polémique sur la dette extérieure de la Zambie apparaît alors que le pays s'attend à un prêt de 1,3 milliard de dollars du Fonds monétaire international. Ce prêt, dont l'obtention est conditionnée par la maîtrise du niveau d'endettement extérieur du pays, devrait permettre de soutenir ses réserves de change qui ont atteint en novembre dernier leur niveau le plus bas en 7 ans. En attendant le décaissement, le FMI a demandé au gouvernement zambien de procéder à un audit indépendant de sa dette extérieure. Par ailleurs, et dans le but d'apaiser les inquiétudes des créanciers, la ministre zambienne des Finances devrait se réunir avec des investisseurs et bailleurs de fonds à Londres courant avril et mener une tournée de promotion en mai. Considéré comme un maillon stratégique pour le développement de l'économie, le secteur numérique pourrait, selon les autorités camerounaises, aider le pays à améliorer ses recettes de manière significative. Raison pour laquelle ce pays s'est doté d'un plan stratégique Cameroun numérique destiné à porter la contribution annuelle moyenne du secteur numérique au titre d'impôts et taxes à 300 milliards de francs CFA à l'horizon 2020 contre 136 milliards de francs CFA aujourd'hui. Ceci grâce essentiellement au boom que le secteur des télécommunications de manière générale a connu, mais surtout au dynamisme que connaît le secteur de la téléphonie mobile. En effet, près de 20 millions de personnes sont abonnées auprès d'une vingtaine d'opérateurs de téléphonie mobile exerçant dans le pays et le secteur est élevé au même rang que le tourisme. Au-delà de la contribution aux recettes fiscales, la percée du secteur numérique camerounais impacte aussi positivement le produit intérieur brut du pays qui devrait doubler, passant de 5% en 2016 à 10% en 2020. Mieux encore, le nombre d'emplois directs créés devrait quintupler en passant de 10 000 à 50 000 emplois sur la même période. D'un montant global de 99,2 milliards de francs CFA, l'appui de la Banque islamique de développement destiné au secteur agricole et énergétique se décline en 2 accords différents. Le premier porte sur un financement d'un montant de 50 millions de dollars, soit 26,7 milliards de francs CFA, destiné à la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal pour la campagne arachidière 2017-2018. Le deuxième accord d'un montant de 110,5 millions d'euros, soit 72,5 milliards de francs CFA, concerne la garantie du financement de la Société nationale d'électricité du Sénégal en vue d'optimiser la fourniture d'électricité du pays, soit un financement global de 99,2 milliards de francs CFA que le ministre sénégalais de l'économie, des finances et du plan, Amadou Ba, a signé à Tunis avec la Société islamique pour le financement du commerce international à l'occasion de la 43e réunion annuelle du groupe de la Banque islamique de développement. En dehors de ces financements, le Sénégal a bénéficié d'un programme pilote dans le cadre de l'initiative régionale de la chaîne de valeur riz, initié par le groupe de la Banque islamique de développement pour un montant d'environ 95 milliards de francs CFA et qui concerne 10 pays. 32 milliards de francs CFA, c'est la somme que les autorités camerounaises ont injectée dans le pays pour l'apurement d'une partie de la dette intérieure de l'État vis-à-vis des différents agents économiques. Ceci dans le cadre de la créance et autres engagements portant sur les instances des exercices 2016 et antérieurs. La démarche vise notamment à contribuer à la sauvegarde et à la création d'emplois dans les entreprises. Les autorités camerounaises espèrent également que les fonds injectés vont générer des revenus fiscaux pour l'État qui, dans le cadre du programme économique et financier, doit élargir la base imposable afin de maximiser ses ressources fiscales. Les fonds débloqués seront répartis sur plusieurs catégories de créanciers de l'État camerounais, entre autres les personnes physiques, les prestataires de l'État, les bénéficiaires des subventions, des contributions et des fonds de contrepartie. Du côté du patronat camerounais qui estime la dette intérieure du pays à 700 milliards de francs CFA, on salue cette décision du gouvernement de réduire la dette intérieure de l'État, étant entendu que quand l'État ne paie pas, les grosses structures ne paient pas non plus. Conséquence, les petites et moyennes entreprises ont du mal à supporter leurs charges
et n'ont finalement qu'une moyenne d'âge de 3 ans. Au demeurant, le paiement de la dette intérieure du Cameroun est passé de 351,9 milliards de francs CFA en 2016 à 455,6 milliards de francs CFA en 2017, soit une hausse de 103,7 milliards de francs CFA, l'équivalent d'une hausse de 29,5%. Première priorité, les gouvernements doivent éviter toute forme de protectionnisme. L'histoire montre que des restrictions sur les importations font du mal à tout le monde et surtout aux consommateurs les plus pauvres. Pour le moment, le soleil brille. On assiste clairement à une percée portée par des investissements plus importants, un rebond dans les échanges commerciaux et des conditions financières favorables. Et toute cette convergence conduit les entreprises et ménages à augmenter leurs dépenses. L'image est lumineuse. Le tableau général est actuellement lumineux, mais nous pouvons voir des nuages plus sombres pointer à l'horizon. La réalité, c'est que la croissance attendue pour 2018-2019 va finir par ralentir. On peut tous faire plus, mais on ne peut pas le faire seul. Souvenez-vous, le système multilatéral a transformé notre monde au cours de la dernière génération. Il a aidé à réduire de moitié la proportion de la population mondiale vivant dans l'extrême pauvreté. Mais ce système de commerce ouvert, basé sur les règles et la responsabilité partagée, est maintenant en danger d'être détruit. Et cela pourrait être, selon nous, un échec collectif inexcusable. Réunis à Paris à la faveur d'une conférence économique axée sur le développement du Liban par les réformes et avec les entreprises, la communauté internationale a mis la main à la poche. En tête de liste des donateurs, la France, qui a présidé les présentes assises, a fait une annonce de 550 millions d'euros en dons et prêts. La France annonce pour sa part un effort substantiel à la hauteur des ambitions qu'elle place dans le Liban, soit 400 millions d'euros de prêts concessionnels et 150 millions d'euros de dons. Autre annonce, celle de l'Arabie qui a renouvelé une ligne de crédit d'$1 milliard en faveur du Liban qui évalue ses besoins en investissement à 23 milliards de dollars sur 12 ans. Le pays espère lever dans un premier temps entre 6 et 7 milliards de dollars en dons et prêts auprès de la communauté internationale pour financer sur 4 ans son premier plan d'investissement de 10,1 milliards de dollars. Et déjà, le Premier ministre Saad Hariri s'engage à lutter contre la corruption, moderniser le fonctionnement des marchés publics et favoriser une meilleure gouvernance fiscale. Saad Hariri promet aussi une consolidation visant à réduire le déficit budgétaire par rapport au produit intérieur brut de 5 points sur les 5 prochaines années.